Dans la nuit de Noël, l'annonce de frappe américaine, au nord du Nigeria, tombe comme un coup près. En quelques heures, la scène cesse d'être seulement nigériane. Un navire placé dans le golfe de Guinée, préparé depuis des semaines, rend possible une projection rapide, et Washington affiche une logique où Russie et Chine pèsent sur chaque décision. Si le 26 décembre n'est pas un épisode isolé, que doit anticiper le public à la lumière des mises en garde d'Ibrahim Traoré ? Une séquence plus vaste se dessine déjà pour les communautés et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce récit ne cherche pas les faits, mais la lecture la plus claire possible d'une bascule. Il sert à comprendre en quoi les frappes du 26 décembre, combinées à la présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée, peuvent annoncer autre chose qu'une réponse ponctuelle. L'intérêt pour le public est simple, mieux lire les signaux avant qu'ils n'explosent. Derrière l'argument sécuritaire, la source décrit un déplacement de centre de gravité. Après l'éviction d'Agadez en 2023, Washington retrouve une capacité d'action régionale sans base terrestre, tandis qu'Abuja obtient une marge politique à l'approche de 2027. Dans le même temps, les groupes militants chassés du Sahel cherchent de nouveaux refuges et chaque mouvement ouvre la porte à une réaction. La question n'est donc pas seulement où a-t-on frappé, mais quels mécanismes deviennent répétables. Et si la répétition devient la norme, qui paiera le coût de l'incertitude au quotidien ? Le 26 décembre, la frappe ne raconte pas seulement une cible, elle prouve une capacité. En quelques heures, un navire américain positionné dans le golfe de Guinée démontre qu'il peut atteindre l'intérieur du Nigeria et, potentiellement, plusieurs États voisins sans repositionnement majeur. Au cœur du récit, un détail éclaire tout. Washington ne réagit pas uniquement à un groupe militant, il teste un nouveau point d'ancrage après la perte d'Agadez en 2023. Cette contrainte explique la logique décrite, trouver une profondeur stratégique comparable sans dépendre du Sahel. Dans cette lecture, l'opération s'inscrit dans une grille géopolitique où la rivalité avec la Russie et la Chine façonne la posture américaine en Afrique de l'Ouest. C'est précisément ce qui donne un relief particulier aux avertissements d'Ibrahim Traoré, évoqués dans la source comme un signal d'une montée de tension à l'approche de 2026. Le contexte sécuritaire se précise ensuite par un détail opérationnel. Les frappes ne visent pas les bastions habituels de Boko Haram au nord-est, mais des zones comme Sokoto et Kwara. Selon la source, ce choix indique une priorité nouvelle, centrée sur le JNIM, déplacé depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso sous la pression des opérations menées par le bloc AES. La géographie des refuges se recompose et ce déplacement agit comme un baromètre involontaire pour les populations locales. Ce qu'elles ressentent n'est pas seulement la crainte d'un groupe, mais l'idée que le front sahélien peut glisser vers un espace nigérian plus large. À partir de là, la mécanique apparaît, repousser, contenir, surveiller. Empêcher l'enracinement dans les zones côtières et restaurer un corridor où les mouvements militants restent confinés vers le cœur sahélien, là où les puissances occidentales estiment pouvoir mieux contrôler la trajectoire. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas cité comme un acteur isolé, mais comme un révélateur. Si la pression extérieure augmente, les tensions peuvent se multiplier et se déplacer. La source fait entrer le public dans l'histoire par un angle discret, non pas un centre de commandement, mais des régions rarement associées à l'épicentre sahélien. Sokoto et Kwara deviennent des repères parce qu'elles n'étaient pas historiquement des bastions de ce militantisme venu du Sahel. C'est précisément pour cela que leur apparition dans la séquence du 26 décembre est perçue comme un signal. Quand une zone hors carte bascule dans le récit opérationnel, ce n'est jamais neutre. Le personnage guide n'est donc pas un chef militaire, mais une population qui sert de baromètre malgré elle. La source suggère que l'inquiétude locale ne traduit pas seulement la peur d'un groupe précis, mais la crainte d'un glissement. Le conflit, qui semblait contenu dans le cœur sahélien, pourrait désormais traverser les frontières avec une fluidité nouvelle. Ce déplacement change la texture du quotidien. L'idée même d'être en marge s'effondre. Les habitants découvrent qu'un territoire peut être requalifié en quelques semaines en espace de repli, donc en espace ciblable. Dans ce cadre, les déclarations d'Ibrahim Traoré prennent une fonction d'alerte. Il ne s'agit pas d'un slogan,
mais d'une lecture où la pression extérieure, en se superposant aux dynamiques internes, peut élargir le théâtre des tensions. Et l'effet précoce le plus visible décrit par la source n'est pas seulement militaire, il est mental. L'incertitude s'installe. Les autorités locales doivent composer avec une menace mouvante. Les acteurs économiques anticipent un coût logistique plus élevé. Et les communautés vivent avec l'idée que la prochaine frappe pourrait être ailleurs, mais pas loin. La conclusion provisoire tient en peu de mots, le front se déplace plus vite que les repères. Le déclenchement, dans la source, tient à une fenêtre très courte. Dans la nuit de Noël, l'information circule, puis s'impose. Des frappes américaines ont touché des cibles liées au Jnim, dans le nord du Nigeria. Le choc n'est pas seulement lié aux fêtes militaires, il vient de la vitesse avec laquelle l'événement redessine la carte mentale des observateurs régionaux. En quelques heures, une opération présentée comme ciblée se transforme en indice d'une stratégie plus vaste. Une attente lourde s'installe immédiatement. S'agit-il d'un geste ponctuel ou du premier acte d'un cycle répétable ? Le point culminant se construit autour d'un détail que la source présente comme sous-estimé au départ. La présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée n'est pas une simple logistique. Elle devient la pièce qui relie les éléments entre eux. Lorsqu'on comprend que ce navire peut projeter une capacité de frappe rapide vers plusieurs États, l'événement cesse d'être un épisode strictement nigérian. Il devient un test de rayon d'action. La source insiste, cette plateforme avait été préparée depuis plusieurs semaines et elle donne à Washington une profondeur stratégique qui avait été fragilisée depuis l'expulsion d'Agadez en 2023. À ce moment-là, la question bascule. Ce n'est plus pourquoi frapper, c'est pourquoi maintenant et avec quel dispositif. Dans le même mouvement, la source insiste sur une particularité des cibles. Les frappes ne visent donc pas les bastions habituels du terrorisme dans le nord-est, associés à Boko Haram. Elles visent des zones comme Sokoto et Kwara, là où le Jnim s'est déplacé après avoir été chassé de certaines zones du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les forces du bloc AES. Ce choix d'emplacement devient un marqueur. Il signale une priorité, empêcher l'enracinement de combattants venus du Sahel dans des espaces perçus comme des portes vers des États de côtiers. La lutte antiterroriste classique reste la façade, mais la source décrit une couche supplémentaire. Restaurer un corridor de confinement, maintenir les mouvements militants dans une zone où les puissances occidentales estiment pouvoir mieux surveiller et limiter l'espace où la Russie et la Chine peuvent élargir leur partenariat. Les répliques suivent immédiatement. Côté nigérian, la source suggère que l'opération a été validée non seulement par Washington, mais aussi par le gouvernement d'Abuja, ce qui révèle un cadre de coopération déjà consolidé. Cette coopération devient aussi un levier politique. À l'approche de l'élection prévue en 2027, montrer des résultats sécuritaires visibles, valoriser une alliance opérationnelle, renforcer une image d'efficacité. Côté régional, la présence américaine dans le golfe de Guinée ouvre, selon la source, la possibilité d'intervention récurrente, notamment si les combattants se déplacent vers le Bénin, le Cameroun ou reviennent vers le cœur sahélien. C'est ici que l'avertissement d'Ibrahim Traoré s'insère comme un fil rouge. Dans la source, il évoque l'horizon d'un conflit multiple à l'approche de 2026, surtout si les pressions extérieures se resserrent autour du bloc sahélien. La séquence nigériane, avec son dispositif maritime et son ciblage précis, ressemble alors moins à une exception qu'à une démonstration. La région entre dans une phase où chaque mouvement peut provoquer une réaction en chaîne et où la frontière entre opérations ponctuelles et cycles durables devient fragile. Avant le 26 décembre, la posture américaine en Afrique de l'Ouest reposait sur une contrainte claire, l'absence de point d'appui terrestre majeur depuis l'éviction de la base d'Agadez en 2023. Après cette date, la situation évolue nettement. La source montre qu'avec un navire positionné dans le golfe de Guinée, Washington retrouve une capacité projetable couvrant plusieurs États sans dépendre d'une installation fixe. Le passage est net, d'une profondeur stratégique affaiblie à une mobilité restaurée. En termes simples, ce qui nécessitait auparavant une base devient désormais possible depuis la mer.
avec un délai réduit et une empreinte politique différente. Le deuxième repère chiffré structurant est précisément cette année 2023. Elle marque une rupture. La perte d'Agadez n'est pas décrite comme un simple revers logistique, mais comme la disparition d'un rayon d'action régional critique. La source insiste sur ce point pour expliquer la recherche active d'une alternative. Entre 2023 et la fin de 2024, la préparation d'un dispositif maritime apparaît comme une réponse graduelle à cette contrainte. Le 26 décembre fonctionne alors comme une validation opérationnelle. La capacité existe, elle est testée et elle est désormais visible pour tous les acteurs régionaux. Un troisième repère temporel, 2027, éclaire la dimension nigériane. La source relie explicitement la coopération militaire avec Washington au calendrier politique d'Abuja. À l'approche de l'élection présidentielle prévue cette année-là, enchaîner des actions sécuritaires visibles permet de construire un récit d'efficacité. La logique est décrite sans emphase. Agir avec un partenaire extérieur réduit le coût politique interne tout en augmentant la crédibilité sécuritaire. Le delta est là encore lisible. Avant, la lutte contre les groupes déplacés du Sahel reposait principalement sur les forces locales. Après les frappes du 26 décembre, elle s'inscrit dans un cadre de coopération internationale assumée. Ces trois repères, 26 décembre, 2023, 2027, ne sont pas juxtaposés par hasard. La source les utilise pour montrer une progression. Le premier prouve une capacité, le second explique pourquoi elle était nécessaire. Le troisième indique pourquoi elle est politiquement utile. Chaque chiffre joue un rôle précis, sans extrapolation. Et c'est cette combinaison qui permet de comprendre pourquoi l'événement dépasse la neutralisation d'un groupe précis. Dans ce cadre, la trajectoire du Janième devient un indicateur plutôt qu'une fin en soi. Chassé de certaines zones du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il se déplace vers des États du nord du Nigeria comme Sokoto et Kwara. La source ne fournit pas de volume chiffré de combattants, mais insiste sur la signification du mouvement. Avant, ces régions n'étaient pas associées à ce type de menace. Après, elles entrent dans le périmètre de calcul stratégique. Le delta est qualitatif, mais lourd de conséquences. Une zone perçue comme secondaire devient un point de friction potentiel. C'est dans cette lecture que les avertissements d'Ibrahim Traoré prennent une valeur de cohérence. Lorsqu'il évoque une montée des tensions à l'approche de 2026, la source ne le présente pas comme une prophétie abstraite, mais comme une anticipation fondée sur l'accumulation de ces signaux mesurables. Capacité restaurée, calendrier politique serré, déplacement des groupes, chaque élément, pris isolément, reste gérable. Ensemble, ils dessinent un environnement où la répétition devient possible. La conclusion quantitative reste volontairement prudente. La source ne parle pas d'escalade automatique, mais d'un seuil franchi. Avant, l'intervention américaine dépendait d'une infrastructure fragile. Après le 26 décembre, elle repose sur une plateforme mobile validée. Cette différence, à elle seule, change l'équation régionale. Dans le débat régional, la source met en avant deux interprétations qui s'affronteraient presque immédiatement. La première lecture, souvent défendue par des observateurs extérieurs, affirme que Washington n'a fait que cibler un groupe militant dangereux. Selon cette logique, peu importe l'endroit exact, toute action qui réduit la capacité opérationnelle du JNIM est considérée comme bénéfique. La frappe du 26 décembre serait donc un geste de contre-terrorisme classique, une opération ponctuelle visant à empêcher une implantation durable dans le nord du Nigeria. Dans cette perspective, la présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée n'est qu'un outil parmi d'autres, mobilisé parce qu'il offre une réponse rapide. L'argument est simple, neutraliser une menace mobile avant qu'elle ne consolide ses réseaux. La seconde lecture, au contraire, insiste sur le risque de précédent. Autoriser une puissance extérieure à mener des frappes répétées pourrait fragiliser la souveraineté collective de l'Afrique de l'Ouest et accroître la dépendance sécuritaire du Nigeria. Cette position voit dans l'intervention une étape supplémentaire dans la compétition des grandes puissances, où l'argument antiterroriste masque un objectif plus vaste, contenir l'influence russe et chinoise dans la région. Dans ce cadre, la frappe n'est pas seulement une réponse à une menace, mais un signal politique envoyé au Sahel et à ses partenaires. Les avertissements d'Ibrahim Traoré, mentionnés dans la source, résonnent ici comme une mise en garde. Lorsque les pressions extérieures se resserrent autour du bloc sahélien, le théâtre des tensions peut s'élargir.
La réponse la plus solide, si l'on reste strictement dans les faits rapportés, consiste à reconnaître que les deux lectures gardent une cohérence interne, mais que la structure décrite par la source penche vers la seconde sur un point décisif, le choix des cibles et le rôle de la plateforme maritime. La source souligne que les frappes ne visent pas les bastions habituels du nord-est, mais des zones comme Sokoto et Kwara, associées à un déplacement récent depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce ciblage traduit une priorité nouvelle, empêcher l'enracinement et maintenir un corridor de confinement autour du Sahel. Ajouté à la perte d'Agadez en 2023 et au calendrier politique de 2027, l'ensemble ressemble moins à un acte isolé qu'à une logique durable. Ainsi, même sans extrapoler, la conclusion prudente est la suivante. L'opération du 26 décembre n'est pas uniquement une frappe, c'est un test de dispositif et un test de répétition possible. À ce moment précis, tout se déplace. La source présente ce basculement comme le véritable point médian de l'histoire. Les frappes du 26 décembre ne sont pas seulement une opération contre un groupe militant, elles démontrent qu'un dispositif occidental peut désormais agir depuis le golfe de Guinée sans dépendre d'une base terrestre. Cette phrase change la lecture stratégique. Jusqu'ici, l'idée dominante restait celle d'une réponse à une menace. Après ce tournant, l'événement devient une preuve, la capacité est réelle, elle est activée et elle peut se répéter. Dans ce cadre, la présence du navire américain cesse d'être un détail logistique. Elle devient un levier régional. La source insiste sur la conséquence immédiate. Si des combattants chassés du Sahel se déplacent vers d'autres zones, vers les États côtiers ou vers des pays voisins, la logique décrite laisse entendre que des frappes pourraient bien suivre. Le récit ne dit pas que cela arrivera automatiquement, mais il montre que la barrière technique et opérationnelle a été abaissée. C'est précisément là que l'avertissement d'Ibrahim Traoré reprend du poids. En évoquant un horizon de tensions multiples à l'approche de 2026, il désigne moins un scénario abstrait qu'un mécanisme. Plus la pression extérieure augmente autour du Sahel, plus le théâtre peut s'élargir, et plus la répétition devient plausible. Pour l'État nigérian, l'effet le plus immédiat décrit par la source est institutionnel. La frappe du 26 décembre fournit une action forte contre un groupe déplacé du Sahel tout en répartissant la charge politique grâce à la coopération avec Washington. Cette dynamique crée une marge de manœuvre, afficher une réponse sécuritaire visible sans porter seule l'intégralité du risque opérationnel. Elle prend aussi une dimension de calendrier puisque la source relie cette coopération aux besoins de crédibilité avant l'échéance électorale de 2027. Pour les entreprises, l'impact n'est pas présenté comme spectaculaire, mais comme diffus et coûteux. Le fait que des zones comme Sokoto et Kwara entrent dans le récit d'une frappe internationale transforme la perception du risque et les acteurs économiques réagissent d'abord à cette perception. La source suggère une chaîne simple. Prudence accrue, mobilité réduite, coûts logistiques plus élevés et refroidissement des investissements locaux. La conséquence tient moins à un dommage matériel immédiat qu'à l'incertitude durable, parce qu'une capacité de frappe projetable peut rendre l'environnement plus imprévisible. Pour les populations, la conséquence la plus visible est un changement brutal de statut. Les habitants de Sokoto et de Kwara, décrits comme peu habitués à être associés à un front sahélien, découvrent qu'un territoire peut devenir zone de repli, puis zone ciblable en peu de temps. Ce décalage entre la vie quotidienne et l'irruption d'une dynamique militaire internationale crée un sentiment d'exposition, où l'on ne redoute pas seulement un groupe, mais le glissement d'un conflit vers de nouveaux espaces. La source insiste sur ce rôle involontaire de baromètre. Quand une région jusque-là périphérique apparaît dans la séquence opérationnelle, l'inquiétude locale devient un signal d'élargissement possible. À l'échelle régionale, l'effet le plus lourd concerne la structure même des équilibres. La présence américaine dans le golfe de Guinée, combinée aux frappes du 26 décembre, confirme l'installation d'un corridor opérationnel qui n'a plus besoin d'un pivot terrestre au Sahel, ce qui change la donne pour plusieurs États. La source évoque la possibilité d'un cycle.
Si les combattants se déplacent vers le Bénin, le Cameroun ou tentent un retour vers le bloc AES, l'outil testé pourrait être réactivé et chaque mouvement risquerait d'appeler une réponse. Dans cette lecture, les avertissements d'Ibrahim Traoré fonctionnent comme un repère. La compétition entre puissance et la pression extérieure peuvent superposer leurs effets à la dynamique sécuritaire, rendant les réactions en chaîne plus probables. À partir des éléments strictement contenus dans la source, 3 trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne sont pas des prédictions, mais des enchaînements plausibles si l'on suit la logique décrite. Une capacité maritime validée, un groupe militant déplacé et un environnement géopolitique où la rivalité des puissances pèse sur les décisions. Le premier scénario est celui d'une continuité contrôlée. Les États-Unis continuent d'utiliser le navire positionné dans le golfe de Guinée pour mener des frappes ciblées contre le Janim si le groupe tente de s'enraciner davantage dans le nord du Nigeria. Dans cette hypothèse, les opérations restent limitées mais régulières. Abuja demeure un partenaire central parce que la coopération offre un bénéfice politique à l'approche de 2027, tout en permettant d'afficher des résultats sécuritaires. La tension ne disparaît pas, elle se stabilise sous forme de répétition contrôlée. Le coût principal devient l'incertitude permanente, surtout dans les zones nouvellement exposées comme Sokoto et Kwara. Le deuxième scénario est plus favorable. Le Janim est repoussé sans ouvrir de nouvelles zones de refuge et la coopération entre Washington et Abuja contribue à réduire la pression sur les États du nord du Nigeria. La présence américaine reste alors surtout dissuasive, servant à empêcher un retour des combattants vers des espaces plus côtiers. Dans ce cas, la source suggère une atténuation du risque de débordement régional, moins de déplacements militants, moins de prétextes pour réactiver la capacité de frappe. Toutefois, les tensions géopolitiques restent en arrière-plan, car la compétition d'influence ne s'efface pas, même si le front sécuritaire se contracte. Le troisième scénario est le plus préoccupant. Les combattants cherchent à fuir vers le Bénin, le Cameroun ou vers le cœur du bloc AES. Et la logique décrite par la source conduit à une extension possible des frappes. La répétition se transforme en cycle. Chaque déplacement militant devient une justification pour une nouvelle action et la plateforme maritime rend cette escalade techniquement plus simple. Le risque majeur n'est pas seulement militaire, mais politique. La souveraineté régionale se fragilise, la dépendance sécuritaire augmente et les perceptions de corridors d'encerclement autour du Sahel s'intensifient. C'est précisément le type de dynamique que la source associe aux craintes exprimées par plusieurs dirigeants sahéliens. Dans ces 3 scénarios, un seul point commun demeure. Tout dépendra des réactions au mouvement du Jinim et de la manière dont la compétition entre puissances se superpose au terrain. La recommandation mentale la plus utile est donc de penser en mécanisme plutôt qu'en événement. Observer ce qui rend une action répétable et ce qui peut l'arrêter. Une question reste ouverte et elle sera décisive pour la suite. Si la capacité est prouvée, qui fixe ses limites publiques et selon quelle ligne rouge ? À ce stade, la source ne parle plus seulement de stratégie, elle montre pourquoi cette séquence peut concerner des publics très différents, même à distance. Un premier profil est celui des personnes qui suivent la stabilité régionale. Pour elles, les frappes du 26 décembre révèlent une réalité simple. Les lignes de front ne sont jamais fixes. Un groupe naguère contenu dans le Sahel se retrouve dans des États du nord du Nigeria qui n'étaient pas considérés comme des points de friction majeurs. Cette translation suffit à rappeler que des décisions prises loin du terrain peuvent déplacer brutalement l'équilibre local, avec des effets immédiats sur des communautés qui n'ont rien demandé. Un deuxième profil est celui des personnes sensibles à la dimension géopolitique. La source insiste sur une rivalité d'influence où la présence américaine dans le golfe de Guinée s'inscrit dans une logique de réponse aux avancées russes et chinoises. Pour ce public, l'enjeu n'est pas seulement sécuritaire, c'est la manière dont les grandes puissances reconfigurent des corridors d'action et comment ces choix créent des réactions en chaîne. C'est aussi là que les avertissements d'Ibrahim Traoré résonnent. Lorsque la pression extérieure se superpose aux dynamiques internes, l'espace des tensions peut s'élargir. Un troisième profil regroupe ceux qui cherchent à comprendre pour leurs choix professionnels, académiques
ou médiatique. La source leur propose une leçon méthodologique. Ce qui se passe au Nigeria n'est pas isolé. Chaque mouvement militant, chaque coopération militaire, chaque calendrier politique produit des échos au-delà des frontières. 2 gestes prudents suffisent pour rester lucide sans dramatiser. D'abord, suivre les zones de déplacement possibles du JNIM, Nigeria, État voisin, retour vers le Sahel. Ensuite, observer les signaux institutionnels, ce qui est rendu public sur la coopération et ce qui reste implicite. Dans un environnement où la capacité est prouvée, la transparence devient un indicateur aussi important que la force. Si l'on reste strictement dans les limites décrites par la source, une trajectoire de solution ne consiste pas à résoudre en un geste, mais à réduire les mécanismes qui rendent la répétition probable. La première étape revient aux autorités nigérianes. Clarifier publiquement le cadre de coopération militaire avec les États-Unis. La source indique qu'un accord existe déjà, mais qu'il n'est pas explicitement défini. La règle opérationnelle doit être lisible. Abuja fixe des lignes rouges, Washington opère dans ce périmètre. L'indicateur de succès est concret. Éviter que les frappes se déplacent hors des zones ciblées et empêcher l'élargissement non maîtrisé du théâtre. La deuxième étape concerne les États côtiers voisins. La source suggère qu'un mouvement du JNIM vers le Bénin ou le Cameroun pourrait déclencher d'autres frappes. Ces gouvernements ont donc une tâche immédiate. Créer une coordination minimale de renseignements et d'alerte centrée sur les couloirs de déplacement. La mesure se lit en heures, pas en mois, rapidité d'alerte, capacité à cartographier les flux avant qu'ils ne franchissent les frontières et partage des signaux faibles qui précèdent une installation. La troisième étape touche le bloc sahélien AES. Puisque la source décrit ses dirigeants, dont Ibrahim Traoré, comme percevant une pression extérieure croissante, leur rôle, dans ce cadre, n'est pas de commenter l'événement, mais de renforcer la surveillance des zones de retour possible du groupe. L'indicateur reste simple, réduire le nombre de refuges potentiels et limiter la capacité de reconstitution dans les espaces déjà contestés. Cela ne crée pas une paix automatique, mais cela réduit les options tactiques du groupe. Une quatrième étape, régionale, devient alors envisageable, instaurer un mécanisme de consultation rapide entre Abuja, les États voisins, et l'AES, afin de réduire le délai de réaction politique. La source décrit un environnement où chaque déplacement militant entraîne une réaction. Si la réaction politique est plus rapide et plus coordonnée, la tentation d'un cycle automatique peut être freinée. Le succès se mesure par un critère unique, moins de surprises, moins de décisions prises dans l'urgence, donc moins de bascules incontrôlées. Le motif revient, presque sans bruit, Sokoto et Kwara, ces noms qui, hier encore, ne signifiaient rien pour la plupart des observateurs. Dans la source, ils deviennent une image stable de la fragilité régionale, des communautés ordinaires, soudain projetées au milieu d'un enjeu qui les dépasse, simplement parce qu'une géographie de refuge s'est déplacée. Ce déplacement n'a pas besoin d'être massif pour être décisif. Il suffit qu'il soit plausible et qu'il rende une action répétable. C'est là que la séquence prend une tonalité différente. La frappe du 26 décembre, la plateforme maritime dans le golfe de Guinée, la recherche d'un nouveau point d'ancrage après 2023 et l'horizon politique de 2027 ne forment pas une histoire spectaculaire. Ils forment une mécanique. Et une mécanique, par définition, peut se remettre en route. Les avertissements d'Ibrahim Traoré, cités dans la source, s'inscrivent alors comme un rappel de méthode. Lire ce qui s'accumule, pas seulement ce qui explose. Car lorsque la pression extérieure se superpose aux dynamiques locales, le conflit n'a pas besoin de s'étendre pour gagner. Il lui suffit de glisser. Et pour garder une image simple en tête, on peut retenir ceci. La stabilité se brise d'abord dans les marges. La source se termine sur une invitation implicite. Comprendre avant de conclure. Dans un paysage où un dispositif peut être activé depuis la mer, où un groupe déplacé redessine des cartes locales, et où les rivalités de puissance s'ajoutent aux dynamiques sécuritaires, l'enjeu collectif n'est pas d'avoir une opinion immédiate. Il est de garder une lecture attentive des signaux, ce qui devient répétable, ce qui est borné et ce qui reste volontairement flou. Le symbole le plus parlant reste celui des communautés de Sokoto et de Kwara,
devenue malgré elle l'écho le plus direct d'un basculement régional. Et la question au fond dépasse le seul Nigeria. Si l'Afrique de l'Ouest entre dans une période où chaque déplacement appelle une réaction, quel cadre politique peut empêcher que cette réaction devienne automatique, à la lumière des mises en garde d'Ibrahim Traoré et des mécanismes décrits, où devraient en se situer les lignes rouges, dans les accords, dans la transparence ou dans la coordination régionale? Si une seule idée devait rester, c'est celle-ci. Regarder les mécanismes, pas seulement les images, et pour prolonger l'échange de façon utile, une question simple peut guider le débat. Qu'est-ce qui, selon vous, ferait vraiment baisser le risque d'un cycle de frappes répétées dans la région ?